CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. Nous continuons donc cette fois-ci avec le professeur Howard Gould, professeur au Smith College dans le Northampton au Massachusetts. Bon après-midi, professeur Gould. Bon après-midi, Monsieur Pierre. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal, professeur. Donc, je vais toujours bien. Alors, juste pour regarder, parce que c'est vraiment énorme ce qu'on a comme nouvelles aux États-Unis avec Donald Trump, plusieurs dossiers, entre autres. Et hier, je pense qu'il était devant la cour, le tribunal de la Floride, pour ces dossiers classifiés qu'il a décidé de garder chez lui. Ça, c'est une cause en Floride où il est passablement populaire, pas vrai? C'est vrai, mais il y a un problème en Floride, c'est que la procureure, Fannie Willis, elle s'appelle, est accusée d'avoir eu une liaison amoureuse avec un de ses collègues. Et la juge a pour l'instant suspendu le procès pour enquêter cette question, afin de voir si le comportement du procureur a influencé le déroulement du procès de Trump. Donc, il y a un retard, ce qui probablement avantage Trump, parce que comme tout le monde sait, plus il peut remettre ces procès-là, mieux sont ses chances de ne pas avoir de verdict avant l'élection générale au mois de novembre. Alors, mais ça, c'est la situation. À vrai dire, cette semaine, en général, nous saurons davantage, probablement, sur le déroulement des autres procès, surtout de l'horaire. Parce que la priorité numéro 1 de Trump, c'est de remettre ses procès après l'élection. Parce que tout le monde croit que s'il est trouvé coupable avant l'élection, cela pourra avoir un effet énorme sur son standing. Alors, ça aurait été beaucoup plus facile, professeur, s'il s'agissait d'un procès, de deux procès, mais vous en avez 4. Et là, et puis des causes qui vont d'une cour inférieure et qui montent vers la cour supérieure jusqu'à la cour suprême. Ça va être difficile. S'il réussit à faire ce miracle-là, on va dire que c'est un homme qui peut marcher sur l'eau, comme Jésus-Christ, professeur. Maintenant, il y a une première cause, c'est la Cour d'appel qui a rejeté la demande d'immunité pénale de Donald Trump. La Cour d'appel, professeur Gould, c'est pas une cour inférieure, ça, c'est vraiment une bonne décision. Et c'est peut-être celle-là qui va donner beaucoup de fil à retordre à Donald Trump parce que la Cour suprême aura beaucoup de difficultés à trouver une porte de sortie pour Donald Trump. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. La Cour d'appel dans le District of Columbia à Washington a présenté une opinion très bien rédigée qui dit que absolument hors de question qu'un ex-président jouit d'une immunité pénale après sa présidence. Ça aurait voulu dire que le président n'est pas sujetti aux lois. Et pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie. Alors, vous avez raison. Trump est allé lundi, c'est-à-dire hier. Ses avocats sont allés à la Cour. Ils ont fait un appel à la Cour suprême. C'est le dernier niveau, bien sûr, pour voir ce qu'ils vont dire là-dessus. Et nous serons assez tôt, d'après ce que je vois. Ils vont donner une opinion. Soit ils vont accepter la décision de la Cour d'appel, ce qui veut dire que le procès peut recommencer tout de suite. Soit ils vont dire qu'ils vont prendre la question et cela peut retarder un peu le déroulement du grand procès à Washington, c'est-à-dire le procès de l'ingérence de Trump dans l'élection de 2020,
et toute cette histoire-là. Mais ce qui serait vraiment nuisible pour l'image de la Cour suprême, ce serait de permettre à Trump de gagner du temps jusqu'à participer à l'élection et de vouloir se prononcer après l'élection, professeur Gold, alors qu'on sait que Donald Trump cherche justement à retarder, comme quoi la Cour suprême aurait aidé Trump à retarder le procès. Ça, c'est une très bonne observation. Et à vrai dire, ça, c'est la grande question. En général, tout le monde croit que le chef de la Cour suprême, le président de la Cour suprême, John Roberts, est très sensible à ce que vous venez de dire. Il ne veut pas donner l'impression d'être associé à un côté ou à l'autre. Il veut vraiment un verdict légal qui est basé sur les faits et la loi. Le problème, c'est qu'il y a trois autres juges, trois en particulier, qui ont été nommés par Trump, et on ignore vraiment leur avis là-dessus. Je serais étonné s'ils réussissent à vraiment retarder ce procès pour que cela soit en conflit avec l'élection. Je ne crois pas qu'ils iront jusque-là, mais vraiment, c'est difficile à savoir. Vous savez qu'en 2000, après l'élection de Bush contre Gore, ça finit par passer devant la Cour suprême et ils ont donné un avis très politique. Ils ont présenté un verdict très partisan pour favoriser George W. Bush. Ils ont perdu beaucoup d'estimation aux yeux de la population. John Roberts, le chef de la Cour suprême, veut vraiment éviter cette politisation de la Cour suprême, ce qui arrivera dans le scénario que vous venez d'écrire. C'est-à-dire qu'il décide de prendre le cas et de retarder le procès jusqu'au mois de novembre. Ça va être vraiment un désastre pour la Cour suprême s'il tranche vraiment clairement du côté de Trump. Mais comme je vous ai dit il y a quelques semaines, je crois qu'ils vont dire que non, il n'a pas d'immunité. Ils vont le dire assez rapidement. En même temps, ils ont dit qu'on ne peut pas l'exclure du ballottage. Ce serait un genre de compromis pour la Cour suprême. Et qu'on ne peut pas l'exclure, je verrais très mal. L'explication, ça, c'est pas d'immunité, ça veut dire qu'il faut payer pour ses actes. Et le prix à payer, c'est effectivement le fait que ce monsieur-là ne puisse pas participer, à mon humble avis, et c'est l'avis de la majorité des gens. J'aurais aimé que vous soyez sur la Cour suprême, mais malheureusement, vous ne l'êtes pas. Mais je peux vous dire que on n'a pas encore de décision, mais les questions ont eu lieu la semaine dernière, les questionnements, et il semble qu'une majorité nette, y compris les juges qui ont été choisis par les démocrates, vont arriver à cette conclusion qu'on ne peut pas l'exclure du ballottage, en partie parce qu'ils croient que ça va produire le chaos. Ils sont très soucieux des conséquences pratiques. Si on peut l'exclure du ballottage, certains États passent à l'exclure, d'autres États ne l'excluent pas. Selon les questions des juges de la Cour suprême, cela va aboutir à un genre de chaos sur le plan électoral. Et en partie, c'est la responsabilité de la Cour suprême d'éviter ce chaos. Et de prédire un chaos, un chaos basé sur du oui-dire ou alors un peu n'importe quoi et non sur le droit, ça se corrige justement par des décisions de justice. S'il y a une mauvaise décision qui est prise par une cour inférieure, ben, il y a les cours supérieures qui sont là pour rétablir. Si on n'a pas de preuves, parce qu'on a dit que le président actuel peut être l'objet aussi de la même situation que Donald Trump sans raison apparente. Alors, à ce moment-là, le président va porter sa cause devant une cour supérieure. Ça sera tout simplement plus long, mais la cour va finir, le droit va finir par triompher, pas vrai, professeur? Mais vous savez que, en principe, vous avez raison. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi clair et simple que vous décrivez. Il est vraiment difficile dans ce genre de cas, un procès qui implique un ex-président, de
totalement exclure les analyses politiques. Mal, je suis navré, mais c'est la réalité. Et comme je vous ai dit, en 2000, quand la Cour suprême a tranché pour George W. Bush face à Al Gore, c'était exactement la même chose. Ce n'était pas une décision basée sur la loi et la Constitution, c'était avant tout une décision politique. Et pour moi, je dois difficilement comment une Cour suprême aujourd'hui peut ignorer, peut faire semblant que cet aspect n'existe pas. Alors, il y a aussi l'autre question, l'inéligibilité de Donald Trump qui est devant la même Cour suprême. Voilà, la belle démarcation que la Cour avait faite, c'était, oui, d'accueillir l'inéligibilité qui semble être plus facile à traiter pour la Cour suprême euh, que l'immunité. Et la Cour suprême avait dit l'immunité, la question doit faire son cours, suivre le processus jusqu'en cour d'appel. Et c'est arrivé assez rapidement en Cour suprême. Et là, je comprends la démarche de la Cour suprême de ne pas accepter ce qu'on appelle un transfert, n'est-ce pas, de la question de l'immunité tout de suite. On a, oui. On attend toujours. C'était juste hier qu'ils ont donné, que les avocats de Trump ont soumis leurs documents. Et ils vont donner 2-3 jours. Mais vous avez compris, il y avait la possibilité, le procureur spécial avait la possibilité de faire monter les deux questions en même temps pour arrêter de perdre du temps sur la question de Trump. Immunité et l'autre qui est l'inéligibilité. Et l'inéligibilité. Et la Cour suprême a dit non, je reçois l'inéligibilité et puis laisser l'immunité faire son cours. Peut-être que c'était pour donner du temps à Trump, mais la Cour d'appel a rendu son verdict assez rapidement, de sorte que les deux se trouvent devant la Cour suprême. Et j'ai l'impression que ces deux questions seront traitées, si on veut être sérieux, assez rapidement. Je pense qu'ils vont traiter. Je pense que parmi les experts légaux, il n'y a pas beaucoup de divisions ou beaucoup de controverses sur ces deux questions. Il est assez clair que Trump, la Cour va dire oui, il est éligible, son nom peut paraître sur le scrutin et cela va arriver assez bientôt. Je crois que sur la question de l'immunité, cela va aussi se régler assez tôt. Je crois, et là je suis un peu moins confiant là-dessus, mais je crois qu'ils vont dire que le président ne jouit pas d'une immunité pour toujours. La question pour moi sera, est-ce qu'ils vont tout simplement accepter la décision de la Cour d'appel, ce qui voudra dire que le procès peut recommencer, ou est-ce qu'ils vont dire, nous allons prendre le cas, nous allons prendre l'appel, nous allons réfléchir là-dessus, nous allons finalement confirmer ce qu'a dit la Cour d'appel. Je ne sais pas et ça c'est la grande question. Oui, ils vont dire qu'ils ne jouissent pas d'une immunité, c'est-à-dire, mais la question c'est à dire quand. Et vous avez raison, s'ils retardent le truc encore pour 2-3 mois, cela voudra dire que Trump va participer à l'élection sans devra s'inquiéter sur un verdict qui va arriver plus tard. Alors, comme j'ai dit tantôt, oui, c'est influencé par les politiques, vous avez raison là-dessus, et on ne peut pas le nier. Professeur Gould, et la bombe est tombée, je pense, avant-hier, lorsque Donald Trump a décidé que l'OTAN, la manière de faire, ben, c'est fini. Un pays qui ne paye pas sa juste part, ben, c'est fini. Même si ce pays-là, un pays membre de l'OTAN, hein, est attaqué par la Russie, on va laisser la Russie faire tout ce qu'elle veut avec ce pays-là, parce qu'on ne veut pas défendre des pays qui ne payent pas leur juste part de l'OTAN. Vraiment, là, je ne sais pas si ça l'a rendu beaucoup plus populaire ou si on se dit qu'il faut vraiment faire attention avec Donald Trump, mais vraiment, là, il n'a pas été très bien inspiré. C'est les deux. Parmi les électeurs MAGA, ceux qui appuient Trump jusqu'au bout, ils sont très contents. Parmi les autres observateurs et les autres électeurs, c'est une catastrophe. Et j'ai regardé plusieurs interviews là-dessus aujourd'hui.
y compris des interviews avec des ex-militaires et des militaires, ainsi que des républicains conservateurs qui sont vraiment, qui trouvent que ce qu'il a dit est tellement d'une irresponsabilité sans précédent. Mais comme, on ne devrait pas être surpris. Pour moi, c'est une gaffe monumentale. Question à savoir, est-ce que les démocrates pourraient l'exploiter? Est-ce qu'ils pourraient tirer avantage de ce qu'a dit Trump là-dessus? Je ne sais pas si Biden a la capacité maintenant de mener ou de présenter la cause. Alors, mais cela va faire partie de la campagne et vous pouvez être sûr que ça va faire partie des annonces diffusées à la télévision par les démocrates et par les groupes qui sont contre Trump. Je suis d'accord. On a entendu beaucoup de trucs irresponsables et outrageux de la part de Trump depuis 8 ans. Ça, c'est vraiment, ça atteint un niveau vraiment sans précédent. De dire que les Européens, d'encourager Poutine à attaquer nos alliés en Europe s'ils ne paient pas. C'est une irresponsabilité immonde. Et quand on a dit qu'en 2016, il a reçu un coup de pouce de Vladimir Poutine, on se pose la question. Ce n'est pas... Trump est peut-être fou, mais pas à ce point fou pour faire des gaffes qui ne sont pas intéressés. Hein? Pour lui-même, il sait toujours quand il fait des gaffes que ça va lui rapporter. Moi, j'ai l'impression que si Trump doit participer à cette élection, il recevra encore un autre coup de pouce de la part de son ami Vladimir Poutine. Oui, je ne peux pas contredire ce que vous dites. Il y a des preuves comme quoi en 2016, il a reçu un bon appui de la part des Russes. Il y a beaucoup de preuves là-dessus. Et c'est clairement, nettement, et c'est encore plus aujourd'hui, dans l'intérêt des Russes de voir Trump gagner l'élection. Alors, oui, écoutez, c'est vraiment, ça va faire partie de la campagne. Dans un temps normal, un candidat qui ferait une telle déclaration souffrirait des conséquences. Mais nous ne sommes plus dans un temps normal. Trump n'est pas un candidat normal. Et je suis sûr que ça va, comme j'ai dit tantôt, ça va solidifier son appui dans sa base, parmi ses électeurs. Malheureusement pour lui, pour gagner une élection générale, il doit élargir la base. Et ce genre de déclaration n'aide pas à cette fin-là. Professeur Howard Gould, professeur au Smith College dans le Northampton, au Massachusetts, je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi et puis bon retour à CEPAM, professeur. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Je voyageais pendant longtemps, mais je suis content de vous revoir. Mais c'est toujours les mêmes qui voyagent, qui font de grands voyages. Mais vous le méritez bien, professeur. Merci beaucoup encore une fois. Merci, M. Pierre. Merci. Au revoir.